Et d'ailleurs, quand c'est possible, c'est-à-dire quand il y a plusieurs instituteurs dans l'école, parce que les premières écoles avaient juste un instituteur qui prenait tous les élèves de 6 à 13 ans, hein, mais quand il y a plusieurs instituteurs, eh bien, le directeur de l'école, en général, prend les meilleurs élèves dans une classe à part pour les préparer au certificat d'études. Et ça, c'est pour l'année du certificat d'études, la dernière année. Les autres élèves qui ont l'âge d'être dans la dernière classe, la classe du certificat, eh bien, on ne les y fait pas rentrer si on estime qu'ils n'ont aucune chance d'obtenir le certificat d'études. Ils sont maintenus dans la classe en dessous, qui est souvent la classe où il y a tous les élèves. Alors après, quand il y aura plus de 2 instituteurs, on fera plus de divisions, mais les élèves qui n'ont pas le niveau pour passer le certificat d'études ne rentrent pas dans la classe du certificat. Pourquoi je vous explique ça? Parce que, au fond, c'est là l'une des origines d'une pratique qui s'est systématisée depuis, le redoublement. Le redoublement, à l'origine, n'était pas prévu dans les classes primaires, surtout que c'était des classes multi-âges en général, hein, avec tous les enfants de 6 à 13 ans. Donc, on ne redoublait pas, on ne passait pas non plus d'une classe à l'autre, on était dans la classe de 6 à 13 ans. Et on ne se posait pas vraiment la question de savoir si on passait ou si on redoublait. Simplement, à partir du moment où on a créé une classe pour les élèves qui passaient le certificat d'études, eh bien les élèves qui n'avaient pas le niveau, on ne les y a pas fait rentrer, donc on les faisait redoubler, voire même tripler ou plus, parce que parfois cette classe du certificat prenait les élèves sur 2 années. Enfin bon. Donc, en fait, l'origine du redoublement, et ça c'est intéressant aussi, je trouve, c'est révélateur, c'est que le redoublement, ce n'est pas un moyen d'aider les élèves en difficulté, c'est simplement un moyen de mettre à part les meilleurs élèves. On met à part les meilleurs élèves dans la classe de certificat et on laisse les élèves en difficulté dans une autre classe où il est bien possible qu'on les aide peut-être mieux que dans la classe de certificat, mais en tout cas, le but n'est pas là. Le but est de mettre à part les meilleurs élèves. Ça montre que l'école est fondamentalement élitiste sous la Troisième République. Le secondaire, bien sûr, par définition, mais même le primaire lui-même est élitiste. Donc on a 2 systèmes parallèles. Ces 2 systèmes parallèles vont progressivement s'unifier. En fait, on avait 2 systèmes parallèles au début du XXe siècle, et à la fin du XXe siècle, on a 2 systèmes successifs. Donc 2 systèmes parallèles qui deviennent 2 systèmes successifs. Le primaire était parallèle au secondaire, et bien désormais le primaire devient une étape qui précède le secondaire. Voilà la logique qui a duré, et c'est la logique actuelle. Cette logique de primaire et de secondaire successifs n'était pas la logique du début du XXe siècle, mais ça s'est fait au cours du XXe siècle. C'est ce que j'ai appelé le long chemin vers l'école unique. Alors pour comprendre ce long chemin vers l'école unique, cette unification progressive, il faut revenir sur la distinction primaire-secondaire. Alors, comment justifier ça? Donc je rappelle, Ferdinand Buisson qui disait c'est l'enseignement accessible aux enfants d'une certaine condition, mais au fond, c'était une justification qui plaisait assez peu, et Léon Bourgeois, qui est ministre de l'Éducation en 1899 et qui est proche de Ferdinand Buisson, Léon Bourgeois explique, lui, est-ce primaire ou secondaire, je ne sais, mais je ne peux comprendre la séparation rigoureuse entre des choses que la nature ne sépare pas. En fait, lui ne voyait pas la raison pour laquelle on distinguait le primaire et le secondaire. Et donc, il y a beaucoup de républicains qui sont un peu choqués par cette dualité entre primaire et secondaire et qui ne voient pas ce qui le justifie. Il n'empêche que ça fait partie des contradictions de l'école de la Troisième République, ça fait partie des non-dits, en fait, qu'on a essayé de justifier plus ou moins maladroitement, puisque Léon Bourgeois lui-même n'y croit pas. Mais ça fait partie de ces non-dits qui se sont maintenus jusqu'à la Première Guerre mondiale au moins, et puis même un peu après. En fait, la Première Guerre mondiale,
va provoquer un choc, et c'est en 1919 qu'un premier coin est enfoncé dans cette logique dualiste de l'école française. C'est un groupe d'anciens combattants, des intellectuels qui étaient à l'état-major qui avaient été mobilisés pendant la Première Guerre mondiale à l'état-major, tout simplement parce qu'ils parlaient très bien les langues étrangères, donc on les avait mobilisés pour traduire les messages, notamment les messages allemands qu'on interceptait. Mais ils prennent le nom de compagnons, les compagnons, et ils publient une série d'articles qu'ils intitulent l'Université Nouvelle. Donc on les a appelés les compagnons de l'Université Nouvelle. Que réclament les compagnons de l'Université Nouvelle ? Eh bien, en 1919, ils réclament un accès pour tous au secondaire, en disant c'est pas normal. C'est pas normal que l'école primaire et l'école secondaire restent séparées, que ça ne soit pas un lieu de mixité sociale. Parce que la mixité sociale, eux, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu dans les tranchées, pendant la Première Guerre mondiale. Et ils s'expliquent que si les pères sont morts côte à côte dans les tranchées, il n'y a pas de raison que les enfants ne soient pas côte à côte sur les mêmes bancs de l'école. Ça va avoir un certain retentissement, mais pas de traduction officielle. Simplement, il y a un certain nombre d'évolutions qui se font plus ou moins liées au projet des compagnons de l'Université Nouvelle, mais les idées font leur chemin et parfois il y a des décisions qui sont prises. Par exemple, en 1924, c'est l'alignement des programmes entre primaire et secondaire. Jusque-là, les programmes du primaire n'étaient pas les mêmes que ceux du secondaire. À partir de 1924, ils sont alignés, et d'ailleurs les programmes des établissements de garçons et des établissements de filles, des lycées pour garçons et des lycées de jeunes filles, les programmes sont alignés aussi en 1924. Donc c'est une année d'homogénéisation à l'époque du cartel des gauches. Et il reste juste une différence en fait entre primaire et secondaire, c'est que dans le secondaire on fait du latin. Et c'est ça qui va tout bloquer durablement, qui va faire qu'on ne va pas unifier l'école tout de suite. C'est la différence du latin. Le latin, c'est la marque de fabrique du secondaire, c'est ça qui marque la différence entre ceux qui ont fait leurs études dans le secondaire et ceux qui ne l'ont pas fait. L'autre étape vers l'unification, c'est la gratuité du secondaire. Je vous en parlais tout à l'heure. En 1930, le secondaire devient gratuit. Cela dit, dès 1933, on institue un examen d'entrée en 6e. Donc c'est une façon de confirmer le dualisme entre primaire et secondaire. N'entre pas qui veut en secondaire. Vous voulez entrer en 6e, bon ben d'accord, mais à condition de passer l'examen. Et cet examen va tenir jusqu'en 1960. Une autre étape qui a un peu le goût d'occasion manquée, c'est l'obligation à 14 ans, qui a été décidée par Jean Zay. Jean Zay, qui est un ministre très important de l'Éducation nationale à l'époque du Front populaire. En 1936, il décide d'élever à 14 ans l'obligation, puisque je vous rappelle que l'obligation était à 13 ans au terme de la loi de Jules Ferry. Dorénavant, les enfants devront rester à l'école jusqu'à 14 ans. Mais alors, est-ce qu'on va, dans ce cadre, imaginer un système où on les enverrait faire leur année supplémentaire, puisqu'ils vont rester une année de plus, aller faire une année, par exemple, de 4e au lycée. Donc, aller dans le sens d'une unification. Eh bien non, ce qu'on a fait pour que les enfants restent une année supplémentaire à l'école, eh bien on a étendu donc l'instruction obligatoire d'1 an, eh bien on a créé une nouvelle classe, mais dans le primaire, qu'on a appelée la classe de fin d'études. Donc après le certificat d'études, eh bien vous alliez en classe de fin d'études, mais ça ne rapprochait pas davantage le primaire du secondaire. Étape suivante, encore une fois, c'est le plan Langevin-Wallon. Ça, c'est une étape très importante, mais du point de vue symbolique seulement. Le plan Langevin-Wallon, on est un peu dans la même logique que les compagnons de l'Université Nouvelle. On est en 1947, on est après la Seconde Guerre mondiale. Et dès la Libération, dès 1945, le ministère de l'Éducation crée une commission dirigée par Paul Langevin, physicien, professeur au Collège de France, et l'un de ses membres était Henri Wallon, psychologue, lui aussi professeur au Collège de France. Et à la mort de Paul Langevin en 1946, c'est Henri Wallon qui reprend la présidence de cette commission. Et le but de cette commission, c'est d'imaginer une école nouvelle pour la France nouvelle que l'on veut construire après la Seconde Guerre mondiale.
Et dans l'enthousiasme de la libération, on espère construire cette école nouvelle. En fait, le plan qui est publié en 1947, qui contient des idées intéressantes, et a très peu d'écho à ce moment-là, et dort au fond d'un tiroir, et on n'en reparle que dans les années 60 en fait. Mais ce plan proposait l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, et ça serait forcément une seule école pour toute cette période, qui doit être la même pour tous. Donc de 6 ans à 18 ans, il faudrait que tout le monde soit dans la même école. Ça reste une référence, le plan Langevin-Wallon, mais seulement une référence, puisqu'on ne l'a pas mis en œuvre. On entre à ce moment-là dans la 4ème République. Alors il faut savoir que pendant la 4ème République, eh bien, on a imaginé un certain nombre de plans de réorganisation des structures, donc on voyait bien qu'il fallait faire quelque chose, mais ces plans sont au nombre de 11. En 12 ans, on a imaginé 11 projets de réorganisation des structures de l'école, et les 11 ont échoué. Ils ont été rejetés, bon, pour plein de raisons, je n'entre pas dans le détail, mais tous ont échoué. Alors, ça ne veut pas dire que l'école n'a pas changé pendant ces 12 années, il n'empêche que le dualisme est resté une réalité dominante, et on n'a pas pu réellement transformer les structures. Les choses changent en fait avec la 5e République. Dès le début de la 5e République, le ministre de l'Éducation, qui s'appelle Jean Berthoin à ce moment-là, adopte une ordonnance qui institue l'obligation à 16 ans. En fait, l'idée ici, c'est de permettre une démocratisation de l'école. C'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à utiliser le mot. Enfin, le plan Langevin-Wallon l'utilisait déjà, mais une démocratisation qui soit une démocratisation de l'accès. La démocratisation de l'accès, ça veut dire donner à tous la possibilité de rentrer dans l'école, et donc de faire tout un parcours jusqu'à 16 ans dans l'école, et donc d'avoir ses chances. L'idée de la démocratisation de l'accès, c'est l'égalité des chances. La question qui se pose évidemment à ce moment-là, je reprends le schéma, c'est si on étend comme ça jusqu'à 16 ans la période d'instruction obligatoire, qu'est-ce qu'on va faire de ces élèves? Alors c'est pas mal de monde, hein. Il faut savoir qu'au milieu des années 60 encore, vous avez un quart des élèves qui quittent l'école à 14 ans. Alors je vous dis au milieu des années 60, alors que c'est obligatoire depuis 59 jusqu'à 16 ans. Attention, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans pour ceux qui sont nés en 1953. Ça veut dire qu'en fait, ils auront 14 ans, hein, faites le calcul, 53, ils auront 14 ans en 67. Donc au milieu des années 60, c'est encore obligatoire à 14 ans. Ça n'est obligatoire à 16 ans en fait qu'en 1967, puisque ceux qui sont nés en 53 atteignent 16 ans en 1967. Donc au milieu des années 60, on a encore un quart des jeunes qui quittent l'école à 14 ans. Donc ceux-là, il va falloir qu'ils restent à l'école. Ça fait un quart des élèves en plus qu'on va garder à l'école. Mais alors, si on les garde, c'est pas seulement pour les garder à l'école, c'est plus pour une démocratisation de l'accès. Ça y est, ils sont arrivés. L'accès s'est démocratisé. Ils sont rentrés dans l'école. Non, désormais, c'est pour les faire réussir qu'on les maintient à l'école si longtemps. Et là, l'enjeu n'est plus une démocratisation de l'accès, ça devient une démocratisation de la réussite. Ça veut dire qu'il faut inventer une école qui soit capable de faire réussir tous ces jeunes, et tous les jeunes en général. Une école qui soit capable de prendre en charge tous les jeunes. Ça, c'est le défi qui se pose à l'école française en 1959, et on a jusqu'à 1967 pour imaginer cette école, pour inventer cette école. On a 67, 8 ans, je ne me trompe pas, on a 8 ans pour imaginer cette école. La question, c'est est-ce que ça sera une école plutôt primaire, plutôt secondaire? Comment on va faire pour fusionner les deux, imaginer cette école unique? Eh bien, c'est l'étape suivante qu'il va falloir qu'on examine ensemble.